Et coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, vous attendiez peut-être la vidéo bilan lecture ou tag de milieu d'année que finalement je n'ai pas fait parce que j'étais vraiment malade. Voilà, j'ai passé une semaine, pas clouée au lit, mais parce que fallait que je travaille en plus, c'était horrible. Mais voilà, fiévreuse, tout ça, bon. Et donc voilà, j'ai pas fait de live cette semaine. Donc la dernière vidéo, c'était les sorties poche. Et maintenant, c'est les sorties grand format d'août. J'ai envie de dire, bon, c'est les rendez-vous les plus importants. De toute façon, j'avais pas grand-chose à présenter pour un bilan lecture. Donc bah, ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave, hein. De toute façon, juillet-août, je lis pas beaucoup. Allez, bah écoutez, on va attaquer juste, voilà, bah, le petit disclaimer habituel. C'est ma propre sélection. Il n'y a pas, c'est évidemment pas exhaustif. Je serais dans la merde s'il fallait montrer 500 sorties. Vous ne verrez pas forcément ceux qui vous font le plus envie. Je ne mets pas, comme d'habitude, je ne mets pas tout ce qui est tome 2, etc. Ou réédition, voilà. Et surtout, bah, voilà, c'est subjectif et j'ai essayé de diversifier un petit peu les genres. Allez, j'attaque avec les petites statistiques. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une grosse majorité de contemporains, évidemment. Évidemment, hein, c'est la rentrée littéraire. Qui dit rentrée littéraire dit contemporain. Mais j'ai essayé quand même de réduire un petit peu. Donc, il y a 36 sorties en tout, hein. Même dans les quelques science-fiction historiques, c'est quand même pas mal de littérature blanche, hein. On va pas se mentir, il y a très très peu véritablement de littérature de genre à la rentrée littéraire. J'ai essayé d'en mettre. J'ai mis un petit peu de young adulte aussi. Et j'ai mis aussi quelques graphiques, quelques BD, comme d'habitude. Voilà, coucou Nelly. Allez, sur ce, j'attaque avec la première sortie. Il s'agit de Frapper l'épopée d'Alice Zénithère qui sortira chez Flammarion le 14 août. C'est la toute première vague de sortie de cette rentrée littéraire le 14 août. Et donc Alice Zénithère, vous la connaissez peut-être puisque c'est l'autrice de L'Art de perdre, que je n'ai pas lu mais qui est dans ma palle depuis un moment, qui parle de la guerre d'Algérie. Et là, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'elle va s'intéresser à la situation de la Kanaki, donc renommée Nouvelle-Calédonie par les colonisateurs, hein. Donc dans cette histoire, on va suivre Tass, qui, quand elle était enfant, c'est une jeune femme, quand elle était enfant, on lui a raconté, donc elle est kanak, hein, on lui a raconté l'histoire de sa terre à plusieurs reprises, dans différentes versions. Mais Tass est aujourd'hui adulte, elle a un compagnon qui est resté en métropole et elle n'a jamais réussi à lui expliquer l'histoire justement de la Kanaki, de la Nouvelle-Calédonie. Elle est revenue à Nouméa, elle est professeure et dans l'une de ses classes, il y a des jumeaux kanak et qui un jour vont disparaître. Voilà, et donc elle va partir à leur recherche. Je suis en train de me demander, en fait, si Tass, elle est kanak ou si elle est fille de colon, en fait. C'est pas très clair. Parce qu'on nous dit qu'elle n'a jamais su où commencer l'histoire des siens. Mais je pense qu'elle est kanak, hein, ça me paraîtrait plus logique quand même. Oui, parce qu'elle parle on parle de l'histoire de ses ancêtres, etc. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà, et elle va partir à la recherche de ses jumeaux kanak à travers le monde. À travers le monde? Non, à travers l'archipel calédonien. J'ai vu trop grand, moi. J'ai vu trop grand. C'est parce que j'ai cru voir Brésil, mais non, pas du tout. Donc voilà, ça a l'air quand même intéressant pour un peu en apprendre plus sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, voilà, qui a fait beaucoup parler d'elle dernièrement. Donc j'ai tenu à le mettre.
Coucou Camille, comment ça va? Ça va, t'es pas en retard, je viens juste de commencer. J'avais fait un petit book call juste avant. Voilà en tout cas pour celui-ci. Alors, on passe à l'histoire d'une autre terre, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du Rwanda, avec Jacaranda de Gaël Faye. Dans cette histoire, en fait, on va suivre 4 générations de personnes au Rwanda pour raconter, donc j'allais dire encore une fois, puisqu'il nous a raconté donc, le génocide rwandais dans Petit Pays. Là, donc ça va évidemment encore en parler, mais d'autres choses aussi, hein, puisqu'on va suivre, je le rappelle, 4 générations dans le même pays qui est le Rwanda. Voilà, j'en sais pas plus, hein, j'en sais pas plus. Mais voilà, pareil, je tenais à le mettre. C'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus sur d'autres pays, sur d'autres cultures, etc. Donc voilà, celui-là, je sais qu'il a pas mal fait parler de lui. Il était très attendu, hein, le nouveau Gaël Faye. Il a pas mal fait parler de lui, donc je vous l'ai mis. Ah, c'est vrai, Fanny, t'as vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, intéressant. Voilà pour celui-ci, qui sortira également donc le 14 août chez Grasset. Toujours le 14 août, donc, sortira un petit young adulte qui s'appelle Le soleil se lèvera demain de Aurélie Massé. Aurélie Massé, j'ai un livre d'elle aussi dans ma palle. C'est quoi? Ah, j'ai oublié le titre. Cet hiver-là, je crois que c'est ça. Avec une couverture enneigée. Que je n'ai évidemment toujours pas lu. Mais celui-là avait l'air pas mal intéressant. Donc ça sort chez Slalom. Moi, j'ai une histoire assez positive avec Slalom. Hein. C'est très rare que je n'aime pas un slalom, honnêtement. Je trouve qu'ils font toujours des très bons choix de parution. Voilà, c'est toujours très inclusif, des histoires assez originales aussi. Là, dans cette histoire, on va suivre 5 adolescents. C'est Théodore, Camille, Jules, Alexis et Nadia qui vont se retrouver dans les couloirs d'un métro. Mais un métro à l'ancienne, en fait, très vintage. Et en fait, plus ils errent dans ce métro, donc on est dans un roman fantastique, hein, plus ils errent dans ce métro, plus ils changent d'humeur et plus le métro va changer avec eux, en fait. Et ils savent pas du tout pourquoi ils sont là. Ils savent pas comment en sortir. Et en fait, ils comprennent au fur et à mesure de leur évolution que c'est leur passé qui va leur révéler comment sortir de là. Et donc, ils vont devoir s'ouvrir aux autres. Voilà, donc on nous dit entre aventure fantastique et drame sensible. Je suis curieuse, je sais pas, c'est assez... c'est pas commun comme concept, là, le métro qui évolue avec les gens. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très très intriguant. Donc ouais, franchement, je suis assez curieuse. Je me demande s'il sera en... Il faudrait que je regarde, je crois pas l'avoir vu, je sais plus, sur NetGalley. Parce que des fois, je prends des services presse NetGalley pour slalom, donc même si souvent je les achète, les slaloms. Voilà pour celui-ci, et justement, puisque l'on parle de slalom, le suivant également, c'est Slalom, This Place is Still Beautiful de Shishi Tian, qui est une autrice américaine d'origine chinoise. Et justement, on va parler racisme notamment dans cette histoire. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Donc c'est Annalie qui a 17 ans et qui un jour va trouver un graffiti raciste sur la porte du garage de sa famille, enfin de là où elle habite, hein, quoi. C'est quoi? On ne dit pas ce que c'est le graffiti, mais bon, voilà. Et ben, du coup, ouais, il se trouve que dans le même temps, il y a la grande sœur d'Annalie qui s'appelle Margaret, qui est étudiante en droit, qui va débarquer et qui est bien décidée à ne pas laisser ce crime sous silence.
Et donc là où Annalie, elle préférait oublier justement ce tag, ce graffiti, voilà, elle ne veut pas en entendre parler. Margaret, elle veut, voilà, elle veut partir en croisade. Et voilà, et en fait, on va suivre dans le même temps, effectivement, la relation entre ces deux sœurs. Et ben voilà, tout l'aspect familial hein, d'une famille sino-américaine. Donc assez intéressant, je trouve. Je trouve ça pas mal intéressant comme thématique aussi. Assez classique, hein, assez classique. Ah, les deux, ils sont sur NetGalley, Nelly. Ok, ben, je vais les demander. Je vais les demander. Voilà. D'ailleurs, ouais, on voit c'est marrant parce que je me disais, tiens, c'est bizarre parce que les deux sont chez Slalom, les deux font 304 pages, mais il y en a un qui fait 2 euros de plus. Et je pense que c'est pour la traduction. Hein. Voilà, c'est là où on comprend que il y a un peu voilà, il y a de l'argent qui passe dans la traduction aussi, donc 2 euros de différence entre les deux parce que là c'est français et là c'est américain. Voilà pour ces deux-là, en tout cas, qui sortiront donc tous deux le 14 août et que je vais m'empresser de demander. Ensuite, celui-là, vous en parliez en début de live, évidemment, il est très très attendu. C'est le nouveau Dolores Redondo, En attendant le déluge, et je l'ai mis parce que, a priori en tout cas, c'est un one-shot. Alors j'espère ne pas me tromper, hein, mais j'ai vérifié, a priori c'est bien un one-shot. Je dis ça parce que, voilà, parce que Dolores Redondo, elle a une série en cours. Donc dans cette histoire, en fait, cette histoire va s'inspirer de faits réels. Qui ont eu lieu en 68 et 69, où un homme a tué 3 jeunes femmes rencontrées dans une discothèque. Donc ça se passe à Glasgow. D'ailleurs, tiens, je l'ai pas mis dans le truc. Évidemment, ça se passe pas en Espagne, mais bon. En tout cas, pas au début. Et donc voilà, c'est un homme qui a tué 3 jeunes femmes et qui a disparu. On va être ensuite en 1983, où on va suivre un policier qui s'appelle Noah, qui est obsédé par cet homme, donc qui est surnommé Bible John. Il est obsédé par cet homme et il s'apprête enfin à l'arrêter. Voilà, il a enfin retrouvé, il s'apprête à l'arrêter, mais malheureusement, il va mourir d'une crise cardiaque. Non, il va pas mourir, pardon. La meuf tire des plans sur la comète. Non, il va avoir une crise cardiaque. Et donc il va être en convalescence pendant un petit moment. Et alors qu'il est remis, enfin, il va essayer de retrouver donc ce meurtrier qu'il a failli arrêter, qui s'est enfui à Bilbao. C'est là où on va être en Espagne. Et voilà, donc on va trouver un peu on va suivre Noah dans sa quête pour faire enfin arrêter ce meurtrier. Merci Camille pour ton abonnement offert à Odeya. Voilà, moi j'ai jamais lu cette autrice, je sais, mais parce que c'était une série et tout ça. Mais par contre, du coup, ouais, un one shot, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Coucou Karine, comment ça va? Un petit moment, on s'est pas vu. Donc voilà pour celui-ci qui sortira donc chez Gallimard le 15 août. Ce sera peut-être une découverte. Ensuite, alors celui-là, je l'attends pas mal aussi. Il s'agit donc du nouveau Jaili Amadou Amal qui sortira le 19 août. C'est Le Harem du Roi aux éditions Emmanuel Colas. Hop. Je connais pas du tout cette maison d'édition d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils sortent dans cette maison d'édition, mais ok. Donc dans cette histoire, on est donc à Yaoundé. On va suivre un couple qui s'appelle Boussoura et Seini. Lui, il est médecin. Elle est professeure de littérature. Mais un jour, Seini va être rattrapée par son passé. Donc Seini, c'est lui et Boussoura, c'est elle, hein, je précise. Il se trouve que Seini est fils de roi. Et il va être appelé à prendre la succession. Elle, Boussoura, elle est pas très chaude à cette idée. Parce que
Bon, voilà, elle sait que le pouvoir peut pervertir, hein, mais malheureusement, voilà, c'est Ini accepte l'attrait du pouvoir est le plus fort et il va se transformer en roi tout-puissant. Et bon, je pense que vous comprenez la suite avec le titre, hein. C'est ultra intéressant, hein, pour le coup, parce qu'on parle on passe d'un couple qui est un peu moderne, hein, finalement, voilà, couple heureux, et tout à coup, ben, il va se passer ça. Et voilà, interesting. Ah ouais, c'est vrai, c'était déjà sa maison d'édition. Je me souvenais pas. Bah, c'est parce que à chaque fois, je l'ai lu en poche, en fait. C'est pour ça. Autant pour moi, alors. Merci, Malo. Mais je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Ouais, moi, c'est totalement mon genre de lecture aussi. Moi non plus, j'ai pas encore lu son deuxième. J'ai honte. Cœur de Sahel, j'ai toujours pas lu. J'ai lu que Les Impatientes. Bon, il serait temps, du coup... il serait temps que je m'y mette. Mais ouais, celui-là, en tout cas, il me tente beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, ah ouais, d'accord, ok, Karine. Ça marche. Bah ouais. On passe donc au 21 août avec une petite BD qui s'appelle La Belle de Mai de Mathilde Ramadier et Élodie Durand qui sortira chez Futuropolis. Et dans cette histoire, on est en 1887 à Marseille. On va suivre des femmes qui sont employées, donc il y a plus d'un millier de femmes qui sont employées à la manufacture des tabacs. Donc une manufacture qui produit cigares, cigarettes, etc. Et donc il y a eu une récente modernisation, mais les conditions de travail restent rudes. Et surtout, cette manufacture emploie beaucoup d'immigrés italiennes. Voilà, et on va suivre justement trois jeunes femmes, trois jeunes immigrées italiennes, Sespo, Teresa et Rosa, qui vont décider de s'organiser pour faire une grève. Voilà, parce que l'une d'elles a été sévèrement sanctionnée par la direction parce qu'elle a été suspectée d'avoir volé du tabac alors que c'est faux. Et donc voilà, elles vont commencer à proposer des revendications, qu'on cesse les fouilles au corps à la sortie des ateliers, par exemple. Et petit à petit, elles vont gagner l'opinion publique, etc. Et voilà, donc on va suivre un peu ce processus de sororité, d'émancipation de ces ouvrières immigrées. Voilà, ça a l'air extrêmement intéressant. Donc BD historique, bien sûr. Ça, je sais que ça peut vous plaire aussi. donc je l'ai mis. C'était pour nous, ça. Voilà, mais comme d'habitude, c'est une BD de plus qui ira dans ma wishlist et que je ne vais pas acheter parce que parce que c'est toujours dur de trouver des BD d'occasion. Mais bon. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Enfin, pour celle-ci, en l'occurrence. Toujours le 21 août, c'est une grosse vague hein, aussi, le 21 août. Sortira le nouveau Stephen Markley, Le Déluge. Alors Stephen Markley, vous le connaissez peut-être avec... c'est Ohio ou Idaho? Non, c'est Ohio. Idaho, c'est une autre. C'est Ohio. Je ne l'ai pas lu, hein, c'est pour ça que... qui avait pas mal marché hein, à sa sortie. Voilà. Oui, c'est bien ça. Je me suis pas trompée. Et là, il nous revient avec une grosse dystopie, c'est le cas de le dire, hein, puisque 1056 pages en grand format. Est-ce que encore c'est en poche encore 1000 pages en grand format, c'est que on est sur quelque chose de très très costaud. Voilà, autant vous dire que je ne vais pas l'acheter, je ne suis pas sûre de le lire, mais il est quand même très intéressant, surtout par les temps qui courent, hein, puisque on va parler des règlements climatiques, on va parler écologie, voilà. On est tout d'abord en Californie au début, en 2013.
On va suivre Tony, qui est auteur d'un livre choc sur le dérèglement climatique, qui va recevoir des menaces de mort parce que, voilà, il a prophétisé, on va dire, dans son livre un chaos. Et le truc, c'est que ce chaos va vraiment avoir lieu. On est sur une destruction petit à petit de la planète. Donc super typhon, méga feu. Et puis en parallèle, donc on va avoir un gros complotisme, hein, évidemment, hein, complotisme climato-sceptique. Et voilà, donc un gros tableau dressé par l'auteur qui est finalement assez actuel, hein, même si là on est sur une dystopie puisque il a imaginé que les choses s'accéléraient, mais dystopie plutôt réaliste. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Toi ça te tente les briques? Ok, ok. Voilà. Ah, je l'ai pas vu passer celui-là, Malo, tu vois. Franchement, c'est hyper difficile de tout voir. Il y a trop de sorties. Donc il faut multiplier les. Voilà, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit pas. Il faut multiplier les. Comment? Les supports. Ouais, d'ailleurs, j'ai discuté avec une personne sur Instagram qui est en train de créer justement un outil pour, annoncer voilà, toutes les sorties littéraires chaque mois. Et du coup, qui me demandait qu'est-ce que je recherchais, qu'est-ce qui m'intéressait, tout ça. Et je disais que, bah oui, alors le gros problème, le gros problème, c'est il y a absolument aujourd'hui, aucun support qui est exhaustif au niveau des sorties littéraires. Ça n'existe pas. Voilà. Donc même Amazon, alors pourtant on pourrait se dire Amazon, il y a tout, il y a même les auto-édités, etc. Même sur Amazon, il n'y a pas tout. Donc c'est compliqué. Et puis surtout, sur Amazon, c'est hyper difficile de rechercher, hein, vraiment, c'est mal foutu pour ça. Bref. Donc si elle arrive à faire ça, franchement, chapeau. Mais voilà, en tout cas, pour celui-ci. Merci Malo, en tout cas, pour l'information. Je passe à la suite. Donc ça sortira chez Albin Michel, j'ai oublié de le préciser. Toujours le 21 août sortira Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Chisako Wakatake qui sortira donc chez Nami. On reconnaît leur charte graphique d'ailleurs. Donc dans cette histoire, on va suivre Momoko qui, quand elle avait 24 ans, s'est installée à Tokyo, dans la capitale, pour fuir les contraintes de la vie à la campagne. Et en fait, elle a pris un petit peu finalement le chemin que la société lui dictait. Voilà, mariage, petit pavillon de banlieue, les enfants, tout ça. Et aujourd'hui, elle est âgée de 74 ans et elle est seule. Et du coup, elle a tout le temps pour penser à tous les rêves qu'elle a pu avoir autrefois et qu'elle n'a pas réalisés, à sa solitude, à la vieillesse, à la mort, etc. Bon, des thèmes qui sont très chers aux Japonais, hein, on va pas se mentir. Et elle va finir par se demander qu'est-ce réellement que le bonheur. Voilà, donc premier roman de cette autrice et voilà, qui va parler notamment du deuil aussi, hein, de la mémoire des disparus, etc. Et bien sûr, un peu de la condition féminine et puis des rêves voilà, qu'on fait tous et toutes et que la vie fait que ça ne se réalise pas. Bon, c'est un livre qui a été primé, hein, prix Akutagawa, prix Bungei et prix Literature Prize. Literature Prize, pardon. Literature Prize, ça veut littéralement dire prix de littérature d'ailleurs. Hein, je sais pas si c'est en allemand, en néerlandais ou un truc comme ça, mais bref,
Voilà en tout cas pour celui-ci. Il a été traduit en 11 langues aussi quand même. Hein. Oui, c'est très beau. Il est très beau. Il est très beau, il y a un petit côté manga hein, dans la couverture, on va pas se mentir. C'est magnifique. Voilà pour celui-ci. Il est très court en plus. Hein. Bon, normal, c'est un roman japonais, j'ai envie de vous dire. On est toujours le 21 août. Alors celui-là, il m'intrigue pas mal. Sortira Girlfriend on Mars de Deborah Willis. Alors, ça a l'air un petit peu barré quand même. Enfin, barré. Ça a l'air assez original en tout cas. On est dans de la SF. Hein. On va suivre Amber. Alors, je ne sais pas en quelle année on est. Je ne sais pas. On va suivre Amber qui doit se rendre sur Mars. En fait, Amber, elle fait partie d'un programme de télé-réalité. Donc, ils sont 23. Et donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des influenceurs, il y a des nerds, il y a même un soldat aussi. Soldat israélien, bon, je ne dirai rien sur cette... Voilà. Et en fait, ils sont tous en compétition pour 2 places dans la première mission humaine sur Mars. Et donc Amber espère bien pouvoir y aller. Donc une mission humaine qui est sponsorisée par un milliardaire. Alors d'ailleurs, le milliardaire, il s'appelle Geoff Task. Bon, on a bien compris la petite référence à Elon Musk. Hein. Grosse référence même. Bon, je pense qu'il va y avoir une grosse caricature de la société actuelle dans ce... Enfin, c'est pas je pense, c'est forcément une grosse caricature de la société actuelle. Elle a tout mis là. Elle a tout mis. En plus, bon voilà, on suit aussi en parallèle le petit ami d'Amber qui, en plus, on nous dit que ouais, c'est l'ex-petit ami d'ailleurs, elle vient de le quitter. Ils avaient une entreprise de cannabis hydroponique, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et en fait, Kevin va essayer de comprendre pourquoi Amber est si déterminée à quitter la planète. Surtout que visiblement, elle est amoureuse du fameux soldat israélien. Bref, il y a tout un espèce de pataquès là. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de vibe H2G2, mais en moins burlesque, je pense. Je sais pas, voilà, Après, voilà, l'autrice, c'est une femme noire. Je me dis que, voilà, peut-être avoir quelques thématiques intéressantes dedans. Il y a d'autres choses, hein, j'ai pas lu tout le synopsis, hein, parce qu'en fait, il y a trop de choses. Mais voilà. Qui pousse dans l'eau et sans terre. Merci Nelly. Pour hydroponique, ok. Voilà, en tout cas. Ouais, là, j'aime bien la couverture, moi. Bah, les couvertures SF de Rivage sont pas mal en général. Voilà, pour celui-ci, ça a l'air un peu barré. Hein. Ça a l'air un petit peu barré. Ensuite, je passe à la suite. On est toujours le 21 août avec de nouveau une BD. Il s'agit de Idéal de Baptiste Chobard et Thomas Heyman, qui sont 2 auteurs français. Mais l'histoire se passe au Japon et on est encore dans de la science-fiction puisque on est... alors on ne sait pas trop si c'est une dystopie ou quoi. En tout cas, c'est de la SF. Les androïdes ont envahi la vie quotidienne dans le monde entier, partout, sauf au Japon, où ils sont interdits. Ouais, c'est un peu... c'est un peu étonnant, hein, étant donné que le Japon est souvent à la pointe de la technologie, mais non. Et puis surtout, voilà, surtout sur l'île très conservatrice de Kino, qui résiste totalement à la modernité et aux nouvelles technologies. Ils ont décidé de reproduire un Japon de la fin du XXe siècle, gardé sous cloche de verre. Et dans cette enclave, on va suivre Hélène et Edo, qui sont mari et femme, qui vivent heureux depuis de nombreuses années.
Euh, donc Hélène, elle est pianiste de renom. Sauf que, voilà, Hélène et Edo, en fait, ils vieillissent. Hélène, elle voit sa place menacée par une musicienne plus jeune et plus talentueuse qu'elle. Et Edo, lui, il sent que son désir pour sa femme s'étiole peu à peu. Et donc, Hélène va décider d'introduire dans leur maison un robot, un clone parfait d'elle quand elle était jeune et programmé pour satisfaire les désirs de ses propriétaires. Et voilà. Bon, thématique un peu d'actualité aussi, hein, voilà, hein, parce qu'on se pose beaucoup de la question de la place des IA aujourd'hui, etc. Donc là, et puis la place du conservatisme aussi, hein, voilà. Enfin bon, il y a plein de choses hein, qui peuvent être intéressantes dans cette BD qui sortira donc chez Sarbacane. Hop. Bon, évidemment, bien évidemment, qui dit rentrée littéraire dit nouveau Amélie Nothomb. C'était voilà, très attendu aussi. L'impossible retour. Et donc, moi, je l'attends d'autant plus qu'on va être justement de retour, comme le titre l'indique, au Japon. Puisque dans cette histoire, en fait, Amélie va... donc, ouais, c'est alors, je ne sais pas si c'est autobiographique ou si c'est de l'autofiction, mais je pense que c'est plutôt autobiographique. C'est Amélie qui va revenir au Japon. Elle va retrouver, donc, enfin, d'ailleurs, elle va partir même plutôt, je pense, avec une amie qui s'appelle Pep. Et cette amie, elle, oui, voilà, elles partent ensemble. Cette amie voudrait que Amélie lui fasse visiter le Japon. Elle veut découvrir ce pays. Sauf que Amélie, elle est un petit peu hantée par son passé. Elle voit revenir à la surface un petit peu, ouais, c'est une certaine nostalgie finalement. Sauf que Pep lui dit, écoute, moi je veux pas de ton Japon nostalgique, je veux le Japon de maintenant, je veux un vrai guide. Et voilà, donc ça va être un peu une confrontation entre les deux jeunes femmes, enfin les deux femmes plutôt. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, moi, Amélie Nothomb, Japon, forcément, j'ai ultra hâte de le lire. Ultra hâte. Et voilà, comme d'hab, hein, je lis toujours les Amélie Nothomb à leur sortie, donc ce sera fait. Voilà pour celui-ci, qui sortira évidemment, comme d'habitude, chez Albin Michel. Encore et toujours, le 21 août, sortira une BD qui s'appelle Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? J'ai adoré ce titre, c'est pour ça que je l'ai mise, entre autres. Donc, il sortira aux éditions Petit à Petit, que je ne connaissais pas, et qui est écrit par Thomas Guénolé et dessiné par Jonas Ritter. Dans cette histoire, alors on est dans une docu-BD, en fait. On est dans une docu-BD, puisque on va parler justement du terme, de l'expression jeune de banlieue, qui désigne surtout dans notre imaginaire collectif, voilà, des jeunes un peu délinquants, survêtent à capuche, dealers de drogue, amateurs de rap, etc. Voilà, c'est vraiment l'image que les gens se font des jeunes de banlieue. Ça fait peur. Sauf que en réalité, voilà, on nous dit la réalité est beaucoup moins spectaculaire évidemment. Les faits de délinquance sont dus qu'à une infime minorité, on s'en doute, hein, c'est toujours la minorité qui fait parler d'elle. Pour la grande majorité, bon, c'est juste des gens qui sont assez pauvres, hein, voilà, qui vivotent, qui savent qu'ils sortiront pas de leur ghetto, qui doivent endurer les contrôles d'identité au faciès, les violences policières, les discriminations économiques et sociales, évidemment, la ségrégation territoriale et scolaire, le chômage de masse, j'en passe et des meilleurs. Et donc voilà comment ce documentaire sous forme de BD va nous raconter vraiment la réalité
des jeunes de banlieue, bah oui, il y en avait besoin dans cette époque où la France vote beaucoup Rassemblement national, hein, où il y a vraiment un racisme qui est complètement démocratisé, qui est complètement banalisé. Euh, Bah, il y a besoin d'une BD comme ça, qui rétablit un petit peu les faits, que non, voilà, les jeunes de banlieue ne sont pas tous des délinquants multirécidivistes. Voilà en tout cas pour cette petite BD qui a l'air donc ultra intéressante et nécessaire. On est toujours le 21 août, alors celui-là je l'ai reçu en service presse, il s'agit de S'aimer dans la grande ville de Sang-Yong Park. Donc, dans cette petite histoire, on va suivre Young qui est étudiant et jeune écrivain aussi, qui vit à Séoul, en colocation avec sa meilleure amie. Donc ce sont des jeunes qui font beaucoup la fête, qui sortent beaucoup. Et qui sortent tous les deux avec des garçons, puisque Young donc est gay. Et malheureusement, on est dans une société coréenne un peu conservatrice. Et du coup, bah, l'homosexualité, ça passe pas encore très bien. Voilà, et donc on va s'interroger un petit peu sur comment il peut sortir du placard. Et puis voilà, ça va beaucoup parler d'une façon générale de la vie à Séoul actuellement. Bon, voilà, moi j'ai très hâte de découvrir, hein. Apparemment, il va y avoir une adaptation en série et en film aussi, voilà, sachez-le. Et bah, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà pour celui-ci. On est toujours. Le 21 août, c'est vraiment la plus grosse vague de sortie. Avec Trash Vortex de Mathieu Larnaudy qui sortira chez Actes Sud. Et décidément, on peut dire qu'il y a vraiment une thématique récurrente. Ce mois d'août, c'est l'écologie et l'anticipation, la dystopie écologique. Voilà, puisque là encore une fois, on est apparemment donc une apocalypse se prépare. J'en sais pas plus. Voilà, on se prépare à un effondrement, en fait. Et donc, les gens commencent à paniquer, à s'enfermer dans des bunkers. Euh, et bon, bah, le capitalisme va bon train, hein. Malheureusement, ça continue toujours. D'ailleurs, le capitalisme se réjouit justement, hein, de ce genre de choses. Et on va suivre Eugénie, qui est l'héritière d'un grand groupe industriel, qui se résigne donc à une mort prochaine, et qui va décider de démanteler l'empire érigé par son père au lieu de le léguer à son fils. Voilà, en fait, elle est actuellement à la tête du groupe industriel et son fils doit en hériter. Donc elle est assez âgée, hein, elle est assez âgée, mais elle va décider de tout dilapider en fait en offrant toute sa fortune à une fondation destinée à nettoyer ce qu'on appelle les trash vortex. Alors, les trash vortex, c'est des gros tourbillons marins qui charrient tous les déchets dérivant à la surface des océans. Euh, et du coup, en fait, ce projet qu'elle va avoir va engendrer, bien évidemment, un gros règlement de compte familial. Et donc, bah voilà, ça va parler. Donc, on va parler écologie, mais on va aussi parler politique, bien évidemment. On va parler économie, on va parler capitalisme, tout ça. Voilà, c'est des thématiques totalement d'actualité aussi. Et voilà, bah écoutez, en plus, bon, ça tombe bien, c'est marrant parce que on a mis le climat à l'honneur dans des gommes tapales pour ce mois d'août. Et voilà, il se trouve qu'on a quand même quelques livres qui sortent là en cette rentrée littéraire sur justement le réchauffement climatique, entre autres sur l'écologie.
Donc voilà pour celui-ci. On passe enfin au 22 août. Grosse vague aussi de sortie le 22 août. Et je commence avec Les Beaux et les Élus de Niveau. Je suis pas, là pour le coup, je sais pas du tout la prononciation, hein, je m'en excuse. G-H-I, je suis pas sûre de comment ça se prononce. Qui sortira chez La Talente. Alors, magnifique couverture, au passage. T'as aussi noté Tomber du ciel. Oui, je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu Malo. Il faisait partie de ma présélection. J'avais une présélection, mais il y avait genre 50 livres, tu vois. Il était dans ma présélection. Je l'ai un peu sacrifié, mais il avait l'air pas mal, ouais. Chez l'Iconoclaste, Tomber du ciel de Alice Develay. Ouais, celui-là, franchement, là, déjà, voilà, moi déjà, j'ai été attirée direct par la couverture, on va pas se mentir, par l'autrice aussi. Alors, c'est l'autrice de, je l'ai pas lu, mais c'est l'autrice de L'impératrice de sel, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous redire le titre. Donc c'est une sino-américaine hein, aussi. Et en fait, Les Beaux et les Élus, bah alors c'est pour ça aussi que je vais pas pouvoir le lire moi, en tout cas pas maintenant. Il s'agit d'une réécriture de Gatsby le Magnifique. Voilà, sachez-le. À la sauce fantastique, à la sauce un peu LGBTQ aussi apparemment. Est-ce qu'il le marque? Alors, l'impératrice... je l'ai pas. Ah voilà, l'impératrice du sel et de la fortune. Je savais qu'il y avait un deuxième mot derrière. Prix Hugo 2021. Voilà, sachez-le. Allez, bon, mon Firefox a décidé de me faire un... Donc, on va suivre dans cette histoire Jordan. C'est une jeune femme hein, qui est née en Chine d'ailleurs, mais élevée dans la haute société américaine. Donc, on est dans les années 20, hein, dans les années folles. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, donc elle a été élevée dans la haute société américaine. Elle est à la fois intégrée et exclue de la jeunesse dorée. Hein, c'est voilà, parce que, bah oui, intégrée parce que elle est plutôt riche et exclue parce qu'elle est racisée, évidemment. Et voilà, on va suivre. Alors, ça va parler. Donc, il y a un côté fantastique. Ça va parler notamment de fantômes, de démons. Voilà, j'en sais pas plus. Je sais pas plus, il est très flou. Je sais juste que c'est une réécriture de Gatsby. Voilà. Donc voilà pour celui-ci qui a quand même, bon voilà, il faut avoir lu Gatsby avant, hein, je pense, mais qui a quand même l'air très intéressant. Toujours le 22 août sortira Les Égarés d'Ayana Matisse aux éditions Gallmeister. On est dans les années 80. On va suivre Ava, qui est une afro-américaine d'une quarantaine d'années, qui va débarquer à Philadelphie. Elle a été chassée par son mari et elle va s'installer dans un centre d'hébergement avec son fils de 10 ans. Mais l'endroit est sordide et donc elle veut tout faire pour s'en échapper. Elle rêve d'émancipation. Mais malheureusement, bon, je rappelle, c'est une afro-américaine. Elle est mère célibataire. Donc elle n'a pas beaucoup de choix pour s'en sortir. Elle a rompu en plus tout contact avec sa mère. Elle ne peut plus compter sur personne. Et malheureusement, un jour, le père de son fils va refaire irruption dans sa vie et elle va retomber sous son emprise. Et voilà, on va suivre aussi son fils qui lui, alors je pense que c'est avec les années, hein, il va vouloir aller dans le sud.
et notamment dans le village de Bonaparte, qui est un genre de village utopiste en fait, afro-américain. Et voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Celui-là il me tente bien. Alors évidemment, je l'achèterai jamais neuf en grand format parce que 26 balles, merci beaucoup. Mais pour plus tard, en poche par exemple, ou d'occasion, ouais, ça peut être intéressant. Voilà pour celui-ci. Toujours le 22 août et toujours chez Gallmeister sortira Les Enfants Loups de Vera Buck, ou Vera Buck, je ne sais pas, qui est allemande en l'occurrence. Et donc là, on est dans un thriller. On est dans les montagnes, au cœur de la forêt. Il y a encore des loups et on va être dans le hameau de Jacob Slater. Une vie qui est rude, avec une nature impitoyable. Et on va suivre la jeune Rebecca qui, elle, rêve de s'enfuir très loin, mais un jour elle va, enfin on la suit pas d'ailleurs, puisque un jour elle va disparaître soudainement. Et c'est plutôt Smila, a priori, qu'on va suivre, qui est stagiaire au journal local, qui est convaincue qu'un tueur en série rôde dans la région, puisque apparemment Rebecca n'était pas la première à disparaître. Et Rebecca, c'était sa meilleure amie, et donc elle va décider d'enquêter pour découvrir qui fait disparaître ces jeunes filles, qu'est-ce qui se passe, et voilà. Scénario qui a l'air assez classique, mais c'est Gallmeister, je pense que ça cache quelque chose de beaucoup moins classique derrière. Ouais, je comprends Elsa, parce que effectivement ça a l'air finalement pas super original, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai l'intuition qu'il y a un truc un peu qui peut me plaire là-dedans. Donc à voir. Ils en parlent déjà sur Insta? Ok. Mais ouais, mais pareil, celui-là. Moi, les Gallmeister, je les achète jamais. Je crois que le seul que j'avais acheté neuf en grand format, c'était Betty. Mais parce que c'était Kim qui l'avait acheté, parce que comme on en entendait beaucoup parler, voilà, il a eu envie de l'acheter. Mais sinon, au final, non. J'attends toujours. Soit e-book, soit poche, soit occasion. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Toujours le 22 août sortira le nouveau Emma Donoghue, une fille j'ai embrassé, qui sortira donc aux presses de la Cité. J'avais hésité à le mettre celui-ci parce que j'étais pas plus hypée que ça par le synopsis, mais je me suis dit ah, c'est Emma Donoghue quand même. Je dis ça alors que je l'ai jamais lu en fait, l'autrice, c'est ça le pire, mais bon. J'ai vu le film Room. Et ouais, le pavillon des combattantes, ça fait 10 000 ans que je le mets dans des pales et que je le sors jamais au final, mais bon. Donc là, on est en Angleterre en 1805 et en fait, on va suivre... Merde, j'ai cassé mon stylo. Je suis trop con. À force de jouer avec, voilà ce qui se passe. Pas grave, je mettrai un point de colle. En fait, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est inspiré de l'histoire vraie du premier amour d'Anne Lister, femme de lettres et exploratrice anglaise, sur fond, je vous lis ce qu'il y a écrit, hein, sur fond de colonialisme, d'émancipation féminine et d'homosexualité. Donc on est au pensionnat de King's Manor dans le Yorkshire, et on va suivre Elisa, qui est fille d'un médecin de la Compagnie des Indes orientales, et fille aussi de l'épouse de cet homme qui est indienne, donc elle est métisse. Elle va se lier avec une nouvelle élève qui s'appelle Anne. Et en fait, bon, bah voilà, va arriver ce qui va arriver. L'amitié naissance va laisser place à plus que de l'amitié. Et on va être 10 ans plus tard ensuite où Elisa va écrire à son amante depuis l'asile où elle est internée. Donc, voilà.
Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'étais pas, pourtant, c'est vrai, il devrait y avoir tout pour me plaire, hein, mais je sais pas, j'étais pas tant hypée que ça, mais à voir. Après, voilà, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est inspiré, on nous dit, par la correspondance inachevée d'Eliza Reign et le journal intime d'Anne Lister. Voilà, très précisément. Ah oui, Frog Music, tu l'as abandonné, ok. Ouais, le pavillon, je sais qu'il a de très bons retours, hein. J'ai cassé la crinière de la licorne sur mon stylo. Bon, ensuite, toujours le 22 août, sortira Fragile de Nicolas Martin. Et on est encore dans une dystopie, mais cette fois, on n'est pas dans une dystopie écologique, on est plutôt dans une dystopie politique, même si écologie c'est politique aussi, plutôt politico-féministe. Donc, un peu à la cerveau, toujours, on fait forcément la référence à la Servante écarlate, hein, mais donc on est en France. La fertilité s'est effondrée, la majorité des naissances est touchée par ce qu'on appelle le syndrome de l'X fragile, donc X comme le chromosome X. On ne sait pas trop en quoi ça consiste, visiblement. Et on va suivre Tiphaine, qui est élue par le très sélectif programme expérimental de génoembryologie. Euh, et il se trouve que, voilà, en fait, il sélectionne des femmes qui vont mettre au monde des enfants, et donc elle va accoucher d'un garçon sain. Mais le truc, c'est que son fils a une progression cognitive un peu étrange et un peu inquiétante. Euh, et du coup, en fait, on nous dit que... Enfin, c'est pas à cause de ça, mais on nous dit que en parallèle, le pays va basculer dans la dictature, puisqu'on va commencer à contrôler de plus en plus les mères. Voilà, donc roman sur la parentalité, notamment, et bon, voilà, et j'imagine aussi sur l'eugénisme, hein. Vas-y, vas-y, Malo, n'hésite pas, hein. Au contraire, j'ai pas forcément tout relevé, mais, ouais, si, bah si, c'est bon, j'avais tout relevé, bah vas-y. Si, si, parce que comme j'oublie des trucs, moi. Ouais, une épidémie de X fragile. Ah ouais, ça existe vraiment? Ça, du coup, c'est quoi? Ça veut dire quoi, X fragile? Moi, je suis curieuse là. Donc, ça sortira aux éditions Au Diable Vauvert. Et, euh, et voilà, moi, ouais, je suis quand même pas mal curieuse, même si c'est écrit par un homme. À voir. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Une autre dystopie française. Il s'agit de L'œuvre du serpent de Norman Jango qui sortira aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et j'avoue qu'il m'a vraiment intrigué ce livre. J'ai trouvé l'idée assez originale aussi. On est dans un thriller dystopique, hein, ou polar d'anticipation, je sais pas trop. Il y a eu une catastrophe planétaire. Il y a un peu un côté post-apo aussi, mais bon, on est plus dans de la dystopie que du post-apo. On n'est pas dans une histoire de survie là, hein. Il y a eu une catastrophe planétaire. Paris est en ruine. Euh, donc il y a quand même une reconstruction qui est en cours. Et on va suivre des individus qui ont développé une étrange faculté provoquée par cette catastrophe, en fait, une onde de choc apparemment, celle d'interpréter les coïncidences du quotidien et de déchiffrer les signes. Donc on va les baptiser les pitons. Ils vont être donc certains de ces pitons vont être recrutés par la police pour traquer les criminels. Mais un jour, l'un de ces pitons va décider de prendre ses pairs à leur propre piège et
toute la société va vaciller à cause de ça. On ne sait pas pourquoi, comment. Et on va suivre Nathaniel, qui est un ancien python, justement, il a disparu des radars après un terrible accident, et il va décider de reprendre du service pour pister cet homme, puisque cet homme, en fait, est un serial killer. Hein, voilà, commence à, finalement, si j'ai bien compris, il commence à buter les autres pythons. Et voilà, et on nous dit... aucune enquête ne lui a jamais résisté, mais il va être confronté donc à une vérité à laquelle nul n'est préparé. Voilà. Polar anticipation, récit d'une vengeance impossible, fable sur le monde moderne et son inéluctable faillite, roman inclassable, jeu de pistes, physique quantique, tout ça. Voilà. Voilà, je sais pas, ça m'a intriguée. J'espère juste que c'est qu'on tombe pas dans l'ésotérisme, tout ça. Parce que bon, moi je suis pas très fan de ça. Mais voilà. Ah, je l'ai mis celui-là, Malo. Le deuxième que tu as dit. Le premier, non. Les larmes rouges, je l'ai pas mis. Mais oui, je me souviens, les larmes rouges, il était dans ma présélection. Mais en fait, justement, alors, c'est un peu nul à dire, mais je l'ai enlevé parce que j'avais déjà un roman iranien. C'est horrible de dire ça en vrai, genre, oh, voilà, c'est bon, ouais, juste un seul par pays. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, voilà, il fallait faire des sélections. Je me suis dit, bon, si j'avais eu. En fait, c'est ça, c'est que je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé si j'avais eu que cette représentation de l'Iran. Mais du coup, je me suis dit, bon, là, ça va, j'ai une autre représentation, on va dire, donc je peux l'enlever. Parce qu'il y en a typiquement que j'ai laissé parce que c'était sur la Kanaki, sur le Rwanda, tout ça. C'était aussi parce que j'essayais de vraiment diversifier aussi les représentations culturelles, les représentations de pays. Donc voilà. Le deuxième, par contre, je l'ai mis. C'est un syndrome génétique. Ah, il y a une petite tarente. Petit gecko. C'est un syndrome génétique lié à l'X. Ça implique la plupart du temps un retard global de développement, de la dysmorphie et plusieurs autres possibilités. Ok, donc ça c'était par rapport au livre Fragile. Ok, d'accord, bah, c'est bon à savoir. Trop mimes. Voilà en tout cas pour celui-ci. Bah voilà, tiens, il est là. Donc, le 22 août, toujours sortira Le printemps reviendra de Nour Maloé aux éditions Récamier. Et dans cette histoire, on est en Afghanistan en 2021, c'est la guerre. Voilà, vous vous rappelez que les talibans ont repris l'Afghanistan à ce moment-là. Et on va suivre Marwa, qui est chirurgienne et mère de 3 adolescents. Et voilà, elle sait que c'est un peu foutu pour elle si les talibans reviennent au pouvoir. Et donc, elle va chercher à protéger ses enfants. Et voilà, en fait, voilà, elle se dit, est-ce que, en gros, elle va être confrontée à un dilemme. Est-ce qu'elle doit rester et protéger ses enfants, ou est-ce qu'elle doit fuir, mais pour quelle vie? Voilà, donc, synopsis, somme toute classique, mais c'est bien parce que là, voilà, on est à cette période où les talibans, donc on rappelle que les talibans avaient été chassés du pouvoir, les talibans reviennent, on est en 2021. Voilà, donc toujours intéressant de lire des livres qui parlent de thématiques qui sont proches finalement. Voilà, on n'est pas dans une lointaine histoire, on est maintenant en fait, parce qu'actuellement, à l'heure actuelle, les talibans sont toujours au pouvoir en Afghanistan. Voilà pour celui-ci. Et oui, la couverture est absolument très classe. Vraiment. Voilà. Merci Malo. Donc voilà pour celui-ci.
toujours le 22 août sortira Propre de Alia Trabuco Zeran, qui est une autrice, un auteur. J'ai un doute maintenant, je sais plus. Je crois que c'est... avec un prénom comme ça, je pense que c'est une femme, mais autrice chilienne, donc. C'est vrai, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un homme, mais du coup, non. Non, je pense que c'est une femme. Donc on est au Chili, en tout cas. Dans cette histoire, voilà. Donc on va suivre Estella, qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale, où elle travaille comme employée de maison. Et Estella, donc, elle va s'occuper d'une petite fille, mais cette petite fille va mourir. Et on va nous raconter ce qui s'est passé. Alors attention, c'est pas comme Chanson douce, hein. C'est vrai que ça fait penser à Chanson douce, du coup. Là, c'est pas... A priori, en tout cas, c'est pas, mais a priori, c'est pas Estella qui a tué la gamine dont elle s'occupait. Non, par contre, voilà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Encore que, je sais pas. Ah, on sait pas trop, hein, c'est peut-être sous-entendu quand même. Donc voilà, roman psychologique haletant, angoissant et addictif, à travers lequel notre époque se dessine. Une société fracturée par les rapports de domination et d'argent. Donc bon, voilà, mais comme ça, c'est bien parce que ça donne aussi un aperçu de la société chilienne. Hein. Et voilà, donc un roman, oui, un peu à la Chanson douce, hein, de Leila Slimani. À voir. À voir en tout cas pour celui-ci qui sortira aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon. Il est assez court, hein, comme l'était Chanson douce d'ailleurs. On passe au 23 août avec la sortie de Bienvenue à la librairie Yunam de Wang Borum, qui sortira chez Piquier. Et bon, là, on est dans un peu classique, feel good, j'ai envie de dire. Après, je sais pas trop, hein, mais a priori. On va suivre Yongju, qui est une jeune femme qui possède une librairie. Est-ce qu'elle possède une librairie ou est-ce qu'elle va dans une librairie? Oui, la meuf a pas du tout révisé, hein, pardon. Hein. Non, en vrai, il y a des fois où je ne lis pas les synopsis tout simplement parce que, enfin, ou quasiment pas, où je lis en diagonale les synopsis parce que à partir du moment où, voilà, bon, là c'est coréen, ça parle de librairie, c'est chez Piquier, il y a des choses comme ça où t'as pas trop besoin de savoir si le synopsis va vraiment te plaire ou pas, tu le mets. Donc voilà. Donc du coup, Youngju, voilà, elle va enfin, elle a une nouvelle librairie a priori, donc je sais pas si elle possède la librairie ou si elle y va, je ne sais pas. Elle essaye de renouer avec une amie perdue de vue depuis sa jeunesse. Et aussi, ah oui, c'est ça, elle possède la librairie puisque elle répond aux demandes des lecteurs qui cherchent des livres, voilà. Et donc à chaque fois, elle essaye de trouver le bon livre. Alors il y avait déjà un livre un peu qui parlait de ça, là, je sais plus lequel c'était, de personnes qui cherchent les bons livres à donner aux lecteurs. Bah là, c'est un peu le même délire. Et voilà. Et voilà, elle va organiser des rencontres avec des écrivains, elle va animer un club de lecture, un atelier d'écriture, etc., etc. Et donc la librairie va prendre une grosse place dans ce quartier de Yunnan. Bah voilà, ça a l'air tout mimes, hein. Ça a l'air tout mimes, un peu classique. Mais voilà, Corée du Sud, librairie, tout ça. Ça peut être un petit moment de détente. J'aime bien la couverture aussi. J'aime bien. La couverture me m'évoque un bien-être en fait. Voilà, je sais pas. C'est bon, voilà en tout cas pour celui-ci.
Oui, Les hommes manquent de courage, je l'ai pareil, il était aussi dans ma présélection, Malo. Tu vois, j'ai dû faire des sacrifices. Donc voilà, pour celui-ci, on est toujours le 23 août. Sortira La danse des flamants roses de Yara El Gadbran. Je suis pas sûre de la prononciation, honnêtement, je m'en excuse. Aux éditions Mémoire d'Encrier. Et là, ben, on est avec une autrice palestinienne et on va être en Palestine où on va suivre. Donc, alors, la mer morte s'est évaporée, on nous dit. Et ouais, on est presque aussi un peu dans une dystopie, hein, finalement, ou dans un roman d'anticipation. La maladie du sel dévore la région et menace l'humanité. Et on va suivre en fait des personnes en fait qui décident de rebâtir une communauté. Voilà, et qui vont créer, ouais, en fait, c'est pas une dystopie, c'est une utopie en l'occurrence, hein. Ils vont décider de créer un genre d'utopie, comme ça, voilà. Et donc, ils vont apprendre à vivre ensemble. Euh, et donc, voilà, j'aime bien la question finale. Et si la Palestine produisait la seule utopie possible? Donc, vous aurez compris qu'on est un peu dans une espèce de métaphore, hein. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Voilà, donc j'ai évidemment choisi volontairement de vous mettre celui-ci. Voilà. Ensuite, on saute au 28 août avec la sortie d'un primo-roman. Il s'agit d'Échappée de Manon Junio. Et on est encore dans une histoire de communauté, pour le coup, puisque on est sur une île dans une châtaigneraie coupée du monde où vivent 7 femmes et leurs enfants. Donc, elles sont sous l'égide d'une matriarche. Elles travaillent au rythme des saisons, elles récoltent les châtaignes, elles s'occupent de leurs petits. Et elles font la fête aussi, elles se disputent, voilà. Et donc voilà, elles tentent de cohabiter les unes avec les autres. Leur châtaigneraie, c'est vraiment un refuge. Et en fait, elles accueillent aussi, elles commencent à accueillir des femmes qui ont fui leurs compagnons. Donc pour leur offrir un cocon protecteur. On va suivre Sophie et sa fille qui vivent ici depuis la création du refuge. Voilà, parce que en fait, finalement, c'est ça, hein, c'est un refuge qui a été créé pour aider les femmes. Oui, c'est ça en fait. Je viens de percuter. Parce qu'en fait, la châtaigneraie de base, c'était le refuge. Pardon, hein, c'est un peu mal expliqué. Et on va suivre voilà, Sophie et sa fille, mais il se trouve que l'adolescente grandit et commence à se poser des questions sur voilà, pourquoi est-ce qu'elles sont isolées du monde. Une petite vibe un peu le village de Shyamalan, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux enfants de franchir l'enceinte de la châtaigneraie? Et ben voilà, elle va un petit peu enquêter sur la question. Ça a l'air extrêmement intéressant. Voilà. Ça a l'air extrêmement intéressant. J'en sais pas plus, je sais juste que il est catégorisé en fantastique, donc il va y avoir une part de fantastique, hein, forcément. Mais ouais, peut-être, peut-être, je sais pas, une vibe un peu le village, je sais pas. À voir. À voir avec ce primo-roman, en tout cas, qui sortira chez Grasset. Le 28 août également sortira Mafalda, mon héroïne, d'un collectif de 15 autrices. Alors, donc ça sortira chez Glénat. Le principe, en fait, c'est que Mafalda, donc vous connaissez certainement Mafalda de l'auteur argentin Kino, qui est une héroïne de BD assez politique, assez féministe finalement. Et bien Mafalda fête cette année ses 60 ans.
Et pour fêter ses 60 ans, un collectif d'autrices françaises a décidé de rendre hommage à cette figure emblématique de la BD. Et donc, en fait, elles ont décidé d'écrire des petites histoires de Mafalda, mais de façon contemporaine. C'est-à-dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passerait si Mafalda vivait à notre époque? Voilà, j'ai trop envie de découvrir ça. C'est dommage, c'est très court, hein, 96 pages, mais voilà, donc petites histoires, chacune. Donc il y a quand même Pénélope Bagieux, Florence Sestac, Aude Picot, enfin voilà, c'est Florence Dupré aussi, vraiment, il y a des, il y a quand même des grands noms de la BD féminine, de la BD française féminine. Et ouais, je suis très très curieuse de voir ce qu'elles ont créé, voilà, pour une Mafalda à notre époque. Vraiment là, je suis très très hypée. Moi j'adorais les Mafalda, je me rappelle, je les lisais tous. Je les avais pas personnellement, mais je les lisais tous au CDI. Voilà, j'étais très très fan de Mafalda. Et je relirais bien d'ailleurs je pense que je m'en achèterais des Mafalda d'ailleurs pour les avoir dans la collection. Et du coup, bah oui, très envie de lire celui-ci. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, donc ça sortira chez Glénat. Toujours le 28 août sortira Only This Beautiful Moment de Abdi Nazemian chez Milan. Et donc Abdi Nazemian, c'était l'auteur de Love Story. Like a Love Story. J'ai eu un trou d'un coup. Like a Love Story sur, rappelez-vous, hein, c'était sur le sida dans les années 90. Enfin, c'était 80 ou 90, plutôt 80, je crois. Si j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Et donc là, il nous revient avec. Alors, on est encore un peu dans ces thématiques de prédilection, on va pas se mentir. C'est un auteur iranien, hein, Abdi Nazemian, irano-américain d'ailleurs. Donc là, on va être sur deux temporalités. On va être notamment donc, en 2019 où on va suivre Mood qui vit à Los Angeles avec son père. Son père n'accepte pas l'homosexualité de son fils. Le petit ami de Mood voudrait qu'il coupe les ponts. Mais Mood va partir en Iran pour voir son grand-père. Et à Téhéran, il découvre que malgré la répression, il y a une communauté LGBT. Et là, on va être... ah oui, il y a même trois temporalités. Et là, on va passer en 1978 où on va suivre les grands-parents de Mood. Donc les parents du père de Mood, hein, qui, on le rappelle, n'acceptent pas l'homosexualité de son fils. Les parents donc de Saïd, il s'appelle Saïd, l'avaient envoyé vivre chez sa grand-mère aux États-Unis car il risquait la prison à la suite de manifestations contre le Shah d'Iran, hein, à l'époque. Il apprend et donc du coup Mood donc, va découvrir un peu toute cette histoire et il va apprendre aussi par le père de... Attends. Pardon, c'est mal dit. C'est pas Mood, c'est Saïd qui apprend. Il va apprendre donc par le père de sa petite amie que ses parents sont gays tous les deux. Et que leur mariage, c'est en fait un mariage arrangé pour pouvoir vivre tranquillement. Donc ça a l'air hyper intéressant. Il va rencontrer donc à Los Angeles, une fois qu'il est parti à Los Angeles, donc il va rencontrer une camarade iranienne qui va devenir donc la mère de Mood. Et on va être aussi en 1939, où on va suivre Bobby, qui est un jeune acteur, et qui va découvrir la communauté homosexuelle clandestine d'Hollywood. Il va être arrêté alors qu'il est dans un club gay et sa famille va le rejeter. Mais son beau-père va lui révéler qu'il est iranien et que son vrai père est là-bas. Donc vous comprenez qu'en fait il y a toute une saga familiale autour donc de la communauté LGBT iranienne. Voilà, mais ça a l'air extrêmement passionnant. Bah oui, tu m'étonnes Karine, toi aussi t'avais aimé Like a Love Story. Bon voilà,
Je... Moi, j'ai très très envie de découvrir tout ça. C'est voilà, c'est des choses qui sont encore tabous, hein. Voilà, le fait que, ben oui, il y a des communautés LGBT dans les pays les plus, on va dire, les plus répressifs à ce sujet. Et voilà, donc en plus, bon, voilà, là, on va suivre 3 générations. Ça a l'air... voilà, j'ai très 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 envie de le lire, celui-ci. Très 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 envie de le lire. Voilà pour celui-ci en tout cas. On est toujours le 28 août et on passe à une BD qui s'appelle Petite Grande de Lauriane Chapeau et Violette Bénilan qui sortira chez Glénat. Donc là, on va suivre Lauriane, donc c'est un peu autobiographique, hein, a priori. Même si c'est pas précisé, je suppute, hein, vu que, bon, l'autrice, l'une des l'autrice. Ah non, pardon. Enfin, si, c'est autobiographie, mais du coup, l'autrice, c'est Violette Bénilan et qui s'est inspirée donc de la vie de Lauriane Chapeau. Voilà. Donc, c'est Lauriane qui, en fait, va subir les abus de son maître d'école. En fait, ils sont plusieurs camarades de classe, en fait, voilà, qui ont un instituteur qui va être reconnu coupable de violences sexuelles, qui va être condamné par la justice, hein. Et des années après les faits, en fait, Lauriane va se remémorer ce qui s'est passé. Et elle va découvrir un peu l'hypocrisie de certains adultes. Voilà, donc tout va remonter à la surface, hein, et voilà, et on va la suivre dans sa quête de reconstruction et d'émancipation de ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Voilà, donc ça a l'air très très intéressant, sachant qu'en plus aujourd'hui elle est elle-même devenue, Lauriane est elle-même devenue professeure. Voilà. Je suis en train vraiment de tout péter, quoi, c'est n'importe quoi. Bon, ben, voilà. Ma licorne n'a plus de crinière. Finito. Voilà en tout cas pour cette petite BD. Toujours le 28 et toujours une BD chez Glénat. Sortira Randy Shields et la fake news du patient zéro de Xavier Chauchois. Non, pardon. De Clément Xavier et d'Héloïse Chauchois. En fait, Xavier et Chauchois, c'était 2 noms différents. Clément Xavier, c'est l'auteur, et Héloïse Chauchois, c'est les dessins. C'est la dessinatrice. Donc, on va suivre Randy, qui en fait a rédigé une biographie à succès, celle d'Harvey Milk, et qui va être embauché, on est au début des années 80, il va être embauché par le San Francisco Chronicle et il devient le premier journaliste ouvertement gay à travailler dans un média de masse. Et son attention va alors se porter sur une nouvelle maladie dévastatrice qui semble frapper exclusivement les homosexuels. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Donc, le corps médical est impuissant face au ravage de ce qu'on appelle le cancer gay. Et Randy, donc lui, il est conscient de l'urgence d'alerter l'opinion publique pour limiter la propagation de la pandémie, mais le problème c'est qu'il va se heurter au silence assourdissant des autres médias. Voilà, parce que en fait tout le monde s'en fout, parce que comme ça touche a priori que les gays, c'est ce qu'on pensait au début en tout cas, les gens rien à carrer, hein, voilà. Et même, voilà, même la communauté LGBT qui veut préserver ses libertés si durement acquises refuse toute association entre maladie et homosexualité parce que forcément ça les met dans la sauce, hein. Euh, et donc voilà, Randy il est un peu rejeté de tous et toutes, hein, et donc il va décider de continuer d'enquêter, de briser le mur du silence et peut-être même de travestir la réalité, d'où le titre, hein, de la fake news, pour réussir à sauver des vies. Ça a l'air passionnant, quoi. Ça a l'air vraiment passionnant, voilà, donc inspiré
inspiré de faits réels, hein, voilà, et puis ça soulève, donc au-delà de parler du sida, ça soulève aussi la question de l'éthique journalistique, hein, voilà, les fake news et tout ça. Voilà. Donc, ouais, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment passionnant. Cette BD, celle-là aussi, elle va aller dans ma wishlist, évidemment. On passe au 29 août, sortira Cette femme qui nous regarde d'Alain Mabankou. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de cet auteur que je n'ai toujours pas lu. Et là en fait il a décidé, donc dans un roman, hein, de s'intéresser à la vie d'Angela Davis, donc, qui est une militante ultra connue, militante afro-américaine, hein, féministe. Et en fait, voilà, Alain Mabankou trouve que son destin est étrangement lié à celui d'Angela Davis. Quand il était enfant, il voyait l'autobiographie de la militante trôner dans la bibliothèque familiale. Le visage, il nous dit, le visage d'Angela Davis le regardait déjà. Et depuis, voilà, il partage avec elle le combat inlassable qu'elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux États-Unis. Et un jour, leurs chemins vont se croiser. Voilà, et pour Alain Mabankou, c'est une révélation. Et il va décider de retourner en France et au Congo, donc il a rencontré aux États-Unis, hein, et voilà, et d'écrire donc ce livre sur Angela Davis. Bisous Fanny, bonne nuit. Donc ouais, voilà, bon, honnêtement, je suis pas sûre de l'acheter celui-ci, mais je l'ai mis parce que, ben oui, moi je m'intéresse beaucoup au travail d'Angela Davis et je sais que Alain Mabankou, c'est un auteur reconnu. Donc voilà, j'avais envie de vous mettre celui-ci qui sortira chez Robert Laffont. Toujours le 29 août, alors encore un aussi qui parle de communauté, je crois d'écologie aussi, je sais plus, mais en tout cas qui m'a pas mal interpellée. Il s'agit de La Doloriade de Missouri Williams qui sortira aux éditions Bourgois. La coloriage, ouais, ton petit correcteur t'a trahi encore, Karine. Ouais, alors donc, on est dans un post-apo. On est dans un post-apo, dans les ruines de l'ancien monde. Donc la civilisation s'est effondrée. Et on va suivre une petite communauté qui subsiste en périphérie d'une grande ville et qui est sous le joug d'une matriarche. Alors décidément, ça fait 2 fois qu'on parle de matriarche. Alors moi, vous savez que je me méfie hein, quand c'est ça. Je me méfie toujours quand on suit des communautés matriarcales, pardon, parce que j'ai toujours peur que le message soit finalement anti-féministe. Vous savez, oui, en fait, regardez, quand c'est une matriarchie, c'est pas mieux, tout ça, tout ça. Mais bon, après, ça veut rien dire. Donc là, voilà, on est dans une communauté sous le joug d'une matriarche avec un grand M, la matriarche, qui dirige d'une main de fer sa tribu, ses enfants, avec l'aide de son frère cadet. Elle souhaite sauver l'humanité et reconstruire le monde à son image, sans que l'on sache exactement ce que cela signifie. Et on va suivre là-dedans la jeune Dolores, qui est un peu le souffre-douleur de ses frères et sœurs. Elle est muette, elle souffre d'un lourd handicap, et elle encaisse les brimades et les violences sans broncher, jusqu'au jour où, sur ordre de la matriarche, Dolores va être emmenée dans la forêt par son oncle pour être livrée à un autre groupe de survivants. Mais Dolores va revenir et là, c'est toute la vision et l'autorité de la matriarche qui vont s'effondrer. J'en sais pas plus. On nous dit que elle parodie, on dit que c'est un peu une parodie des romans post-apo. Et que il y a un peu d'humour aussi, un peu d'humour noir. Voilà, donc je ne sais pas. Ça parle aussi des violences faites aux femmes, apparemment.
Mais voilà, après, voilà, je sais pas, hein, ça peut être très féministe comme ça peut être anti-féministe. Oui, c'est vrai que la charte graphique correspond pas trop à ce que fait Bourgois d'habitude. Mais j'aime bien la couverture quand même. Je sais pas. Bon, il y a un petit côté un peu jeunesse, young adulte, je trouve, alors que bon, c'est a priori pas le cas, hein, mais j'aime bien quand même. Voilà, en tout cas, pour celui-ci, à voir. Je sais pas, je regarderai s'il y a des retours. Voilà, en tout cas. Toujours le 29 août, je sais qu'il est très attendu, donc je vous l'ai mis. Il s'agit donc du nouveau roman d'Olivier Norek, Les guerriers de l'hiver. Alors honnêtement, moi, j'étais pas trop partie pour lire encore du Olivier Norek, on va pas se mentir, hein. J'étais très 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 déçue par son dernier. Et c'est un euphémisme. Mais ah, celui-là, il y a une vibe de entre-deux mondes qui du coup m'intrigue un petit peu. Voilà. Malo. Dans cette histoire, en fait, on est où? On est en Finlande, ouais, c'est ça. On est en Finlande. Euh, et en fait, ouais, ah putain, mais merde, j'ai pas le synopsis là, je suis con. Non, parce que je l'ai vu le synopsis. Mais du coup, je l'ai pas là très clairement. Alors attendez. Je vais aller le chercher quand même parce que faut dire exactement de quoi ça s'agit. Sinon, c'est un peu con. Mais ouais, ça me tentait pas mal. Oh, évidemment, il me sort pas. Désolée pour l'attente. Merci Malo. C'est l'histoire vraie d'un soldat tireur d'élite de la Seconde Guerre. Oui, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Voilà. Parce que là, ça va bien me le dire. Parce que je sais que ça m'avait pas mal plu le synopsis quand je l'avais lu. Désolée, ça rame hein, comme d'habitude. J'aurais dû vérifier aussi. Qu'est-ce qui fait chaud? Mes cheveux me collent. Ils le disent pas là. Putain, non, c'est le même synopsis. Bon, je sais plus où j'ai vu le réel synopsis, ça m'énerve. Si quelqu'un l'a, dites-moi. Parce que bon, là, ça me dit juste. Voilà, il y a juste un dialogue. Et après, imaginez un pays minuscule, imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent, mais c'est pas. Non. Il me semble que c'est l'invasion de la Finlande par la Russie. Un truc du genre. Ou par l'Allemagne. Personne n'a le synopsis, s'il vous plaît. Attendez. Merde, j'ai pas mon téléphone? Ah putain. Ah si. Voilà, on va aller plus vite parce que ça m'énerve. On va perdre de temps. J'aurais dû commencer par là, ça aurait été plus rapide. Putain, ça me bute. J'ai vu le synopsis complet et je le retrouve plus. Peut-être là. Ah voilà, je crois que c'était sur Booknote que je l'avais vu. Ah oui, merci. Ouais, c'est une partie ça du synopsis. Donc voilà, effectivement. Donc ouais, on est en 1939 à la veille de Noël, voilà. C'est la Russie, c'était bien la Russie. La Russie qui décide d'envahir la Finlande. Sauf que donc la Russie en mode grand gagnant, bon bah c'est bon, on arrive, on bute tout le monde, c'est fini. Sauf qu'en fait, bah non, ça va être plus compliqué que ça. Et notamment, ils vont être confrontés à donc un homme qui s'appelle Simo et qui est le plus grand sniper de l'histoire. Et donc c'est voilà, donc les Finlandais vont se battre corps et âme pour protéger les leurs et notamment voilà on va suivre Simo qui va être appelé la mort blanche
et qui fera trembler et même reculer, voilà, des troupes russes entières. Et voilà, et donc on va suivre, voilà, c'était ça qui m'avait pas mal plu, c'est qu'on va suivre, voilà, ce qu'on appelle les guerriers de l'hiver, bah, ces gens qui se sont battus pour protéger la Finlande. Voilà. Oui, mais ça m'étonne pas, Malo, parce que voilà, si on peut reconnaître quelque chose à Olivier Norek, c'est que à chaque fois qu'il écrit des livres, il part toujours sur le terrain. Donc soit il écrit des livres sur ce qu'il connaît déjà, hein, comme il a fait avec la trilogie Code 93, puisqu'on rappelle que c'est un ancien flic de banlieue, hein, Olivier Norek. Soit il va écrire donc sur ce qu'il connaît pas, mais dans ce cas, il va aller sur place directement. Donc comme il a fait pour, même si je l'ai pas du tout aimé, les Brumes de Kaplan, il est quand même allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, se renseigner sur la vie locale, etc. Il a aussi voilà, vécu effectivement dans une tente de la jungle de Calais pour écrire Entre deux mondes, qui parle donc de cette thématique. Et donc là, pour les guerriers de l'hiver, il est allé en Finlande, passer quelques nuits pour se rendre compte de ce que c'est de vivre là-bas. Et voilà, et c'est vrai que bon, moi, même si j'ai détesté cordialement Les Brumes de Kaplan, qui m'a beaucoup déçu, c'est pour moi un auteur qui reste quand même un grand auteur, je pense, de thriller français. Euh, et ben ouais, là voilà, il y a une vibe un peu, alors c'est rien à voir, c'est pas du tout la même thématique, mais il est encore dans un récit un peu historico-politique qui moi me plaît beaucoup, enfin qui moi m'intéresse beaucoup. Donc ben ouais, voilà, why not, je pense. Honnêtement, j'irai peut-être pas dessus. Bah d'ailleurs, c'est typiquement le genre de livre qu'on va lire en hiver, hein, vraiment. Mais j'irai. Franchement, j'irai. Voilà. Alors que je m'étais dit, à la base, je m'étais dit, bon, j'ai pu y aller, mais... Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Et merci Malo, du coup. Voilà. Ah oui, aussi, ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Moins du tir qui connaissait en tant que policier, ben oui. Ah ouais, c'est vrai? Ah d'accord, t'avais discuté avec lui. Ok. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais il est ultra intéressant, hein, Olivier Nourek, hein, vraiment. Donc voilà en tout cas pour celui-ci. On est toujours le 29 août. Alors celui-là, j'avoue qu'il me hype beaucoup. Pour le coup, il s'agit de Julia de Sandra Newman. Et il s'agit d'une réécriture de 1984 du point de vue de Julia. Parce que dans 1984, vous savez, on suit Winston qui... donc on est dans cette dystopie là où le monde est surveillé, où les gens doivent accomplir en fait des tâches très précises pendant la journée et ils doivent pas s'éloigner de leur routine en fait. Et voilà, et ensuite Winston qui est au service des archives et qui va rencontrer Julia. Et en fait, cette rencontre va faire que Winston va découvrir que ben, potentiellement on peut sortir de ce monde, de ce monde-là, quoi. Et donc là, on va être a priori, hein, si j'ai bien compris, on va être du point de vue donc de Julia, qui elle donc est mécanicienne au département fiction du ministère de la vérité. Alors oui, parce qu'on rappelle les préceptes, hein, la guerre c'est la paix, la liberté c'est le travail, il y a des ministères, donc le ministère de la vérité où évidemment on ne raconte que des mensonges puisque toute l'histoire est complètement changée pour coller à ce que les dirigeants veuillent qu'on croit en fait, hein, voilà. À ce que les dirigeants veulent qu'on croit, oui c'est mieux. Et voilà, elle a tout de la citoyenne modèle. Elle excelle, mais elle excelle justement, en fait, voilà, elle a tout de la citoyenne modèle en apparence, mais en fait, elle est
très cynique et elle excelle dans l'art de tromper la surveillance constante des télécrans, hein, les télécrans, donc tout est surveillé via des écrans, et donc de la police de la pensée. Elle cache même ses liaisons amoureuses parce que le sexe est sévèrement puni dans ce monde. Et elle va être attirée donc par Winston. Et voilà. Et un jour, elle va lui glisser un mot dans la main et tout va basculer. Voilà, voilà. Donc intéressant d'avoir une réécriture de ce point de vue. Alors on nous dit a priori que c'est une rélecture féministe aussi, donc à voir, à voir. Mais ouais, bah oui. Moi, évidemment, en tant que fan de dystopie classique, dont 1984, je ne peux qu'avoir envie de le lire. Donc très bonne idée de Sandra Newman, qui sortira donc chez Robert Laffont. On est toujours, de toute façon là, c'est 29 août, c'est la dernière date, hein. Sortira Noir d'os de Bell Hooks, et en fait il s'agit tout simplement de l'autobiographie de cette... alors on a parlé d'Angela Davis aussi, mais voilà, l'une des autres très grandes militantes afro-américaines féministes et antiracistes, c'est bien évidemment Bell Hooks. Et donc c'est les mémoires d'enfance, c'est ses mémoires d'enfance qu'elle a écrit il y a un petit moment, alors j'ai pas l'année là, mais voilà, c'est enfin traduit en français chez Plomb, dans leur collection Feu Croisé. Donc voilà, oui, on connaît Bell Hooks avec ses essais politiques engagés, hein, sur la question féministe et le racisme, mais on connaît moins, évidemment, son récit personnel, donc l'histoire de son enfance, en tant que petite fille noire et pauvre dans le sud des États-Unis en 1950, donc encore sous la ségrégation, hein. Et voilà, donc elle va nous raconter un petit peu son histoire. J'étais obligée de le mettre. Très belle couverture aussi d'ailleurs, je trouve. Beaucoup, je la trouve très classe cette couverture. Voilà. Voilà, voilà. Au ventre des femmes. Ah. Oui, mais ouais, c'est vrai que... C'est ça le problème, c'est que ces petites maisons d'édition, moi j'aimerais bien les voir plus en fait. Alors que pourtant, on devrait pouvoir les trouver sur Amazon ou quoi, mais on ne les voit pas, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. On ne voit que les grosses maisons d'édition à chaque fois. La ballerine de Kiev. Ah, celui-là, je l'avais vu passer aussi, oui. Celui-là, je l'ai vu passer. Toujours s'aimer, non, je vois pas ce que c'est. Roman de ronces et d'épines, ça me parle pas non plus, mais pareil, édition du Typhon, quoi. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier. Alors le dernier, bon, là on passe dans un truc un peu plus léger pour terminer avec un petit young adulte. Il s'agit de Sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado, qui sortira chez Akata dans leur collection Young Novel. Pourquoi je vous l'ai mis? Bon, déjà parce que vous savez, vous connaissez mon amour pour les éditions Akata et leur collection Young Novel qui est très très engagée. Mais là en plus, c'est Crystal Maldonado. J'avais beaucoup aimé son premier roman qui avait été traduit, qui s'appelait Gros Tracas pour Charlie Vega. Qui a été une bouffée d'air frais, hein. Franchement, ça avait été très agréable à lire. Donc ça parle, donc Crystal Maldonado, elle est d'origine, elle est latino-américaine en fait, et ça parle pas mal de racisme, ça parle de grossophobie aussi. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, j'aime bien la thématique. J'aime bien la thématique puisque on va suivre Kat qui a 16 ans, donc latino-américaine, hein, également. Elle est métisse, elle est grosse aussi, donc ouais, ce sont des thématiques qui sont chères à Crystal Maldonado. Elle est pas très populaire et voilà, bah, elle aime pas trop sa vie du coup. En plus, elle a une famille dysfonctionnelle. Son meilleur ami se confie souvent à elle et donc elle doit gérer un petit peu ses histoires de cœur.
Et le truc, c'est que ben, Kat, elle a une forte tendance à mentir. Alors, pas des gros mensonges, hein, des petits mensonges, parce que ben, peut-être pour un peu améliorer sa vie aussi, hein, voilà. Un jour, elle va carrément aller se créer un faux profil sur Instagram en utilisant les photos d'une de ses connaissances, qui apparemment a une vie parfaite. Et du coup, elle va tomber dans un engrenage de mensonges. Voilà. J'aime bien. J'aime bien cette thématique. J'avais lu un Young Adult aussi un peu sur cette thématique, mais je n'avais pas trouvé que c'était très bien. Je me rappelle plus du titre. Je n'avais pas trouvé que c'était très bien traité. Là, je me dis que sous la plume de Crystal Maldonado, ça peut être pas mal. Donc voilà. Maintenant que le hashtag ne fonctionne plus sur Insta, pourquoi les hashtags ne fonctionnent plus sur Insta? C'est quoi cette histoire? T'as commencé ta sélection pour ta vidéo de septembre. Ah oui, ça sort tout fin septembre, ok. Ah d'accord, ok, ouais, t'as raison, comme ça tu... Moi je faisais ça aussi avant, Karine, je regardais les vidéos des autres et tout. Enfin, je regarde encore un petit peu aussi pour voir si j'oublie pas des choses. Mais c'est vrai que maintenant je vais chercher plus en profondeur. Ok, ben voilà, du coup, j'ai fini avec ma sélection. Donc merci du coup pour votre participation et d'avoir vous-même aussi donné un petit peu vos attentes pour cette rentrée littéraire du mois d'août. Après, il y aura septembre, ça va être encore autre chose. Euh, Ah ouais, tu trouves plus rien quand tu cherches par hashtag. Ah, c'est bizarre ça. Mais j'ai l'impression que, ouais, je suis pas étonnée parce que moi aussi, la dernière fois, j'avais cherché, je sais plus ce que j'avais cherché. Et pareil, je trouvais que des vieux trucs et j'étais là, c'est bizarre quand même parce que... Et je sais pas si c'est l'algorithme qui est merdique. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que la recherche Insta, d'une façon générale, hein, pas seulement sur les hashtags, hein, je crois que c'est la recherche d'une façon générale qui est très très mal foutue. Et j'arrivais pas à trouver, je sais plus ce que je cherchais, mais j'arrivais pas à trouver des trucs qui pourtant étaient évidents et que j'étais sûre que j'allais trouver des résultats et je trouvais pas. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc voilà. Bref. Ouais, moi aussi j'en ai vu un petit peu pour septembre, mais j'ai pas encore bien regardé en profondeur, donc on verra dans un mois. Mais ouais, déjà, fou, déjà penser à septembre, ça me fait un peu chier parce que déjà j'ai l'impression que honnêtement là, voilà, on est déjà à la moitié de l'été et franchement, même pour moi plus que la moitié parce que l'été commence le 1er juin pour moi. Honnêtement, je trouve que, ben, enfin voilà, j'ai pas l'impression d'en avoir profité quoi. À part, j'ai une bulle avec le festival là où je suis allée, mais sinon avant il faisait pourri et après j'ai été malade et maintenant c'est Kim qui est malade. Et franchement, j'ai l'impression de rien avoir fait, ça me saoule et du coup ouais, j'ai pas très envie de penser à septembre, j'avoue. Même si en fait je me dis que, parce que je pense que je vais poser une semaine en septembre et je pense qu'on va faire des trucs en septembre, donc d'un côté je me dis bon au moins t'en profiteras encore en septembre, mais le problème de septembre, le problème des vacances en septembre, des vacances en septembre c'est trop génial parce que t'as pas les enfants et tout ça, t'as plus les touristes, c'est top, mais d'un autre côté t'es plus dans l'ambiance été quoi. Tu le sens que les gens sont plus dans l'ambiance en fait. D'ailleurs, quand tu vas au bord de mer, en septembre, t'as plus les marchés de nuit, les activités, etc. qu'il peut y avoir en juillet et en août. Du coup, c'est... Voilà, c'est différent. Mais bon, bref, je digresse. Euh... Ah bah t'as de la chance, Karine, c'est cool. Ah merde, ouais non, t'as pas de chance en fait. J'avais pas lu la suite de ta phrase. Ah bah bon courage avec le Covid du coup. Alors, il y a une grosse épidémie en France aussi en ce moment, hein. Entre le Covid, la coqueluche, la grippe et toutes les mères de rhinopharyngite, voilà, en ce moment, ça n'arrête pas hein, en France, c'est terrible. Donc voilà, je vais dire au revoir à YouTube avant de finir de papoter avec vous. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, on se retrouve. Ouais, on se retrouve je sais pas quand parce que du coup, mardi, ça va être Dégomme ta palle, donc ce sera pas sur YouTube. Dimanche prochain, j'ai pas encore fait mon planning d'août. Il faudrait peut-être que je fasse mon planning d'août. Et d'ailleurs, je vais le noter pour le faire demain. Tiens. Voilà, planning d'août, s'il te plaît.
Voilà. Ouais, donc je sais pas encore ce que ça va être la prochaine. Peut-être Lité Rétro. Peut-être Lité Rétro. C'est fort possible. Sur ce, je vous dis à bientôt YouTube. Ciao, ciao. Ciao.